Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées par rapport à la thermodynamique appliquée, cas des turbines à gaz. Alors, nous sommes dans l'exercice numéro 11. Alors, ici, on nous dit de l'air à la température T1 égale à 25 degrés Celsius et à une pression de 1 bar entre dans le compresseur d'une installation de turbines à gaz fonctionnant suivant le cycle de Brayton. Alors ici, la pression en fin de compression est de 6 bars et la température à l'entrée de la première turbine qui entraîne le compresseur est de 600 degrés Celsius. Alors ici, il s'agit effectivement d'une installation des turbines à gaz ayant en fait deux turbines en série. Une première turbine haute pression qui va entraîner le compresseur et maintenant, la puissance qu'on va observer au niveau de l'arbre de l'alternateur, cette puissance-là sera produite par la deuxième turbine qui est la turbine basse pression. D'accord? Voilà. Alors ici, on nous donne le rendement interne relatif des deux turbines et du compresseur qui sont respectivement égaux pour le rendement isentropique de la turbine haute pression égal à 0,85. Le rendement isentropique de la turbine basse pression, nous avons 0,84. Et le rendement isentropique du compresseur est de 0,82. Alors ici, nous avons le débit du fluide moteur qui est supposé constant, qui est égal à 1 kg par seconde. Là, on nous donne par la suite le rendement de la chambre de combustion qui est égal à 80%. Travail demandé. Dans un premier temps, on nous demande de calculer la puissance réelle nécessaire pour la compression de l'air. Ensuite, de calculer la puissance réelle reçue par le milieu extérieur. Cette puissance-là qui est la puissance nette ou bien la puissance utile, n'est-ce pas donc, observée au niveau de l'arbre de l'alternateur. Alors, enfin, on nous demande de calculer le rendement thermique réel du cycle. Alors, pour répondre à la première question qui est de calculer la puissance réelle nécessaire pour la compression de l'air, on doit tout d'abord modéliser le schéma de l'installation de notre système et enfin déduire le cycle thermodynamique correspondant. D'accord? Alors, on va tout d'abord schématiser le schéma de l'installation de notre système. Alors, il s'agit d'une centrale thermique à gaz ayant deux turbines en série, d'accord? Deux turbines en fait en série que nous avons. Alors l'une des turbines, alors on a dit que la première turbine qui est la turbine la haute pression permet d'entraîner le compresseur. Ensuite, la turbine basse pression permet d'entraîner l'alternateur. D'accord? Parce qu'on a dit ici que la puissance utilisable est produite par une deuxième turbine qui est la turbine basse pression. C'est-à-dire que cette puissance-là, n'est-ce pas, c'est la puissance mécanique qu'on va observer au niveau de l'arbre de l'alternateur. Donc, voici le schéma de notre installation. C'est-à-dire que nous avons en fait la turbine haute pression, cette turbine-là qui entraîne en fait le compresseur. Vous voyez, vous avez ici la turbine haute pression qui entraîne directement le compresseur. Voilà donc ici le cycle de Joule. Hein. On y est. Alors, par la suite, une fois la première détente terminée, les gaz issus de la première détente vont ensuite entraîner la deuxième turbine qui est la turbine basse pression. Alors, cette turbine-là qui va entraîner à son tour l'alternateur. On est d'accord? Ce qui fait que nous avons deux turbines en série. La première turbine permet d'entraîner le compresseur. Ensuite, la deuxième turbine permet d'entraîner l'alternateur. Parce qu'ici, on nous a dit que la puissance utilisable est produite par la deuxième turbine. D'accord? Cette puissance-là qui sera directement donc qu'on va observer, c'est la puissance mécanique générée par la turbine basse pression. C'est exactement la puissance utile qu'on va observer au niveau du milieu extérieur. C'est-à-dire c'est la puissance mécanique qu'on va observer au niveau de l'arbre de l'alternateur. D'accord? Voilà. Alors maintenant, la question qui est la plus intéressante maintenant, c'est comment peut-on modéliser le cycle? D'accord? Alors là, on y voit très bien que du point 1 au point 2, nous avons la compression en fait réelle. Du point 2 au point 3, nous avons en fait le chauffage réel, qui est isobare, bien sûr. Et il n'y a pas de problème. Du point 3 au point 4, nous avons la détente réelle, comme d'habitude, hein, dans le cycle de Brayton. Et là, maintenant, vous pouvez regarder que nous avons encore une détente entre le point 4 et le point 5. D'accord? Nous avons encore une détente réelle, donc entre le point 4 et le point 5. Donc, pour ce faire,
Le cycle correspondant à cette fameuse installation est le suivant, d'accord, dans le diagramme TS. C'est-à-dire que vous avez la compression réelle entre le point 1 et le point 2, ce que j'ai ici. Ensuite, vous avez le chauffage réel isobar entre le point 2 et le point 3. Donc, le point 3, c'est l'entrée des gaz au niveau de la première turbine, d'accord? Parce que vous avez ici le point 3. Alors, première détente réelle, c'est entre le point 3 et le point 4, d'accord? Les gaz issus de la première détente vont entraîner par la suite la turbine basse pression. Voilà, ce point 4 que vous voyez ici représente la sortie donc, des gaz au niveau de la turbine haute pression, mais c'est en même temps le point d'entrée en fait au niveau de la turbine basse pression. D'accord? Cette turbine-là. Alors, vous avez ici sortie réelle. Hein? Ici, c'est la sortie réelle au niveau de la turbine basse pression. Ce point-là. On est d'accord? Alors là, on voit très bien ici que vous avez la première détente réelle entre le point 3 et le point 4. Et maintenant, deuxième détente réelle, c'est entre le point 4 et le point 5. D'accord? C'est tout à fait une droite hein, qui est tout à fait inclinée comme ça. Alors maintenant, pourquoi cette configuration? Tout simplement parce qu'on nous a donné les rendements isentropiques. Donc ça veut dire que les transformations ne sont pas isentropiques, mais ce sont des transformations qui sont réelles, c'est-à-dire adiabatiques irréversibles. Donc 3 à 4, nous avons une transformation adiabatique irréversible et des 4 à 5 aussi, nous avons une transformation adiabatique irréversible. Alors ici, pour placer les sorties théoriques, hein, alors ici, on avait dit que la sortie théorique, c'est la sortie qui est considérée comme étant isentropique. Hein. Côté compresseur, nous avons ici le point 1 à 2S. Le 2S représente la sortie théorique au niveau du compresseur, d'accord? C'est ce que vous voyez ici, hein? On avait dit que pour une transformation isentropique, alors l'entropie se conserve, d'accord? L'entropie au point 1 est égale à l'entropie au point 2S. Ensuite, ici, vous avez l'entrée des gaz au niveau du compresseur, au niveau de la turbine haute pression. Alors maintenant, si la détente était théorique, était isentropique, on allait avoir une droite verticale comme ça. D'accord? C'est le point 3 jusqu'au point 4S. Cela signifie que entre le point 3 et le point 4S, la transformation ici, elle est dite isentropique hein, ou bien adiabatique réversible. Donc, dans une transformation en fait isentropique, l'entropie se conserve toujours. Hein. L'entropie au point 4S est égale à l'entropie au point 3. Alors ici, j'ai fait cette montée-là pour montrer que la pression au point 4S est égale aussi à la pression au point 4. D'accord? Pour relier effectivement ici, n'est-ce pas, donc le point théorique, d'accord? Et là, vous avez le point réel. Donc, sortie théorique, sortie réelle au niveau de la turbine haute pression. D'accord? Voilà. Ça, c'est le point sortie théorique. Là, vous avez le point sortie réelle. Ensuite, vous avez ici, c'est cette sortie, en fait, réelle qui est là, d'accord? Qui représente aussi l'entrée, en fait, au niveau de la turbine basse pression. Donc, si la transformation était isentropique, on allait avoir une droite verticale comme ça, d'accord? Donc, vous avez sortie théorique. La droite doit être verticale parce que c'est l'entrée et là, c'est la sortie. Donc, si la transformation était isentropique, alors l'entropie au point 5S devrait être égale à l'entropie du point 4. D'accord? Ce qui fait que pour la transformation isentropique, la sortie théorique devrait être comme ça, verticale. Hein? D'accord? Donc, 4 jusqu'au point 5S. Et là, on y voit très bien que pour avoir le point réel, donc on remonte ici, donc vous avez cette droite qui est là. D'accord? Qui explique maintenant que la transformation entre le point 4 et le point 5, nous avons la détente réelle. Donc 4 à 5, j'ai la détente réelle. Alors, si les transformations étaient isentropiques, alors cette droite-là que vous voyez ici, elle devrait tout simplement se positionner comme ça ici. D'accord? Elle va voir le point 3 ici, le point 4 ici, et maintenant le point 5 de l'autre côté. C'est-à-dire une transformation isentropique. On y est. Donc, nous avons maintenant notre cycle. Alors, on va passer maintenant à la résolution de notre problème. On récupère d'abord le cycle, d'accord? Et là, on pose la première question. C'est de calculer la puissance réelle nécessaire pour la compression de l'air. Alors, par définition, pour avoir cette puissance en fait réelle, on doit tout d'abord calculer le travail massique réel de compression. Alors, le travail massique réel de compression est égal au travail généré par le point 1 vers le point 2. D'accord?
de 1 à 2. Alors, par définition, on sait que le travail réel est égal au travail théorique divisé par le rendement isentropique du compresseur. Parce que nous, on connaît le rendement isentropique du compresseur. On est d'accord? Alors, à quoi vaut le travail théorique massique? Parce que théorique, c'est entre le point 1 et le point 2S. Hein. Le travail théorique massique est égal à Cp, facteur de la température T2S moins la température T1. D'accord? Connaissant maintenant le travail réel massique de compression, on peut maintenant évaluer la puissance. D'accord? On sait que la puissance réelle de compression est égale au débit massique multiplié par le travail réel massique de compression. Alors, vous avez l'expression du travail réel de compression. En remplaçant son expression, vous pouvez aboutir à l'expression suivante. Alors, rappelez-vous que d'après l'énoncé, c'est la turbine haute pression qui entraîne le compresseur. Raison pour laquelle j'ai écrit ici que la puissance donc, mécanique en valeur absolue de la turbine haute pression est égale aussi à la puissance consommée par le compresseur. Ce qui est réel parce que la puissance mécanique générée par, n'est-ce pas, générée par la turbine haute pression, cette turbine-là qui entraîne le compresseur. D'accord? Et maintenant, la puissance mécanique générée par la turbine basse pression, et cette puissance-là qui va entraîner l'alternateur. On est d'accord? Voilà. Alors maintenant, en regardant ici, on voit très bien que la puissance donc, mécanique consommée par le compresseur réel est égale ici à Qm multiplié par Cp, facteur de T2S moins T1 sur le rendement isentropique du compresseur. Maintenant, quel est notre inconnu? Donc, l'inconnu ici, c'est la température T2S, c'est-à-dire la température, n'est-ce pas, donc, des gaz, n'est-ce pas, donc, sorti compresseur. Hein? Donc, cette température-là, température T2S, ça, c'est la sortie théorique. Alors, en regardant ici, nous avons la transformation entre le point 1 et le point 2S. Nous avons une transformation adiabatique réversible. Donc, on peut appliquer cette fameuse relation en disant que dans une transformation adiabatique réversible, nous avons cette relation qui est toujours vraie, c'est-à-dire T multiplié par P à la puissance 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante. Donc, on peut l'appliquer entre le point 1 et le point 2S. Et là, vous pouvez avoir l'expression suivante. Hein. Maintenant, on peut tirer la température T2S. Et là, en tirant T2S, on trouve que T2S est égal à T1 facteur de P1 sur P2 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Alors ici, dans l'énoncé, on nous a donné le taux de compression. Et par définition, le taux de compression est égal à la pression P2 divisé par la pression P1. Et là, on voit très bien qu'ici, c'est P1 sur P2. Donc, c'est l'inverse du taux de compression. Alors maintenant, j'ai 1 sur taux C à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Maintenant, je peux, n'est-ce pas, donc, amener, n'est-ce pas, le 1 sur taux C. Le taux C, n'est-ce pas, pour l'amener au numérateur, j'aurai taux C à la puissance moins 1. Donc, moins 1 fois 1, ça me donne moins 1. Moins 1 fois moins gamma, ça me donne plus gamma. Donc, ici, j'aurai T1, taux indice C à la puissance gamma moins 1 sur gamma. D'accord? Là, maintenant, je connais les données, n'est-ce pas? Le taux de compression, nous avons 6. Alors maintenant, on peut faire l'application numérique pour trouver que la température, n'est-ce pas, donc, de l'air sorti au niveau du compresseur de manière théorique est égale à 497,22 Kelvin. Alors, cette température-là est connue, c'est ce qui était l'inconnu, bien sûr. Hein. Maintenant, on peut facilement évaluer la puissance mécanique consommée par le compresseur. Donc, on trouve que la puissance mécanique nécessaire pour la compression de l'air est de 242,95 kW. D'accord? Voilà. Question résolue. Maintenant, la deuxième question nous demande de calculer la puissance réelle reçue par le milieu extérieur. Alors, par définition, encore une fois, la puissance mécanique réelle reçue par le milieu extérieur, qui est la puissance nette, est égale à la puissance mécanique totale réelle des turbines moins la puissance consommée par le compresseur. Maintenant, d'après l'énoncé, la puissance donc mécanique générée par la turbine haute pression est égale à la puissance mécanique réelle, n'est-ce pas, consommée par le compresseur. Ce qui signifie que la puissance mécanique nette est égale à quoi? Est égale à la puissance mécanique de la turbine basse pression. Alors là, ici, on va poser la puissance, n'est-ce pas, donc totale
n'est-ce pas, des mécaniques générées par l'ensemble des turbines, cette puissance-là, est égale à QM multiplié par le travail total massique généré par l'ensemble des turbines. Ceci est égal à QMCP pour le cas de la turbine haute pression, QMCP, facteur de T4S moins T3 multiplié par le rendement isentropique. Hein, d'accord? Le rendement isentropique de la turbine haute pression. Alors, plus QMCP, facteur de la température T5S moins T4, multiplié par le rendement isentropique de la turbine basse pression. Alors, d'après l'énoncé, la puissance mécanique de la turbine, haute pression est égale à la puissance mécanique, n'est-ce pas, consommée par le compresseur. Ce qui signifie que en prenant la valeur absolue, alors ces deux puissances-là peuvent sauter, d'accord, parce qu'elles sont égales, d'accord. Donc là, maintenant, donc, on peut, n'est-ce pas, P moins PC plus PC est égal à 0, d'accord. Ce qui signifie que la puissance mécanique nette, n'est-ce pas, qu'on aura au niveau de l'arbre de l'alternateur sera égale à la puissance mécanique générée par la turbine basse pression. Là, on peut écrire ceci en disant que la puissance mécanique réelle reçue par le milieu extérieur est égale à la puissance mécanique générée par la turbine basse pression. D'accord? On prend QMCP, facteur de la température T5S, moins T4, le tout multiplié par le rendement isentropique, d'accord, de la turbine basse pression. Alors, maintenant, quels sont nos inconnus? Alors, les inconnus que nous avons ici, c'est quoi? C'est d'abord la température T5S, on n'a pas sa valeur, d'accord? La température T4, on n'a pas aussi sa valeur. On y est. Donc, nous avons ici deux inconnus à chercher. Alors, première étape, cherchons tout d'abord la température T4S. Comme nous l'avons déjà souligné là-bas, que la puissance mécanique produite par la turbine haute pression est égale à la puissance mécanique nécessaire pour la compression de l'air. Alors, on peut utiliser cette égalité en disant que la puissance mécanique de la turbine haute pression est égale à QM multiplié par CP, facteur de la température T3 moins la température T4S, le tout multiplié par le rendement isentropique de la turbine haute pression. Alors, étant donné que cette puissance-là est égale aussi à la puissance mécanique consommée par le compresseur, alors on peut maintenant à partir de là tirer la température T4S. D'accord? N'oubliez pas qu'ici, j'ai pris la valeur absolue, raison pour laquelle j'ai utilisé la température T3 moins T4S. Je connais T3, vous avez ici sa valeur. La puissance mécanique de la turbine haute pression est égale à la puissance consommée par le compresseur. Je connais déjà sa valeur. Nous l'avons calculé dans la question numéro 1. Alors, ici, on peut faire l'application numérique et là, on trouve que la température T4S est égale à 587,18 Kelvin. D'accord? Alors, ici, T3, il faut juste convertir cette température en Kelvin en ajoutant 273. Alors, étape numéro 2, c'est pour la recherche maintenant de la température T5S. Parce que dans cette fameuse expression, pour avoir la puissance nette, il nous faut la température T5S et la température quoi? T4. Hein? Là, maintenant, nous avons la température T4S. Il nous faut maintenant d'abord la température T5S. Mais on ne peut pas avoir cette température-là sans pourtant d'abord évaluer la température T4. D'accord? Il nous faut d'abord T4. Et là, on ne peut pas calculer la température T4 sans pour autant connaître la pression au point 4. Alors, on va utiliser encore cette fameuse relation en disant que la transformation entre le point 3 et le point 4S, nous avons une transformation isentropique, c'est-à-dire adiabatique réversible. Donc, la pression P4, hein, qui est là, est égale à la pression P4S, qui est égale à quoi? Égale à P3, facteur de la température T3, d'accord? T3 sur T4S, le tout à la puissance gamma, ce que j'ai ici. Alors, je connais la pression au niveau du point 3 parce que la pression au point 2 est égale à 6 bars. Et or, la transformation de 2 à 3, nous avons un chauffage qui est isobar. Donc, P2 égale à P3. D'accord? Qui est égal à combien? À 6 bars. Donc, je connais la pression P3. Dans ce cas-là, maintenant, je peux remplacer ici pour trouver en fait la pression en fait au point 4S qui est égale aussi à la pression au point 4. Je peux maintenant utiliser la transformation entre le point 4 et le point 5 pour faire quoi? Pour calculer la température T5S. Alors,
entre 4 et 5S, j'ai une transformation adiabatique réversible. Donc, je peux aussi utiliser cette fameuse relation en disant que la température T5S est égale à T4, facteur de la pression P4 sur la pression P5, le tout à la puissance 1 moins gamma sur gamma, ce que j'ai ici. Alors maintenant, je sais que la pression P5, d'accord, P5 qui est là, est égale à la pression P1. Pourquoi? Parce que la transformation du point 4, du point 5 au point 1, j'ai quoi? J'ai un refroidissement qui est isobare. Donc, P1 est égal à P5 est égal aussi à P5S. Donc, ici, je peux écrire, là où j'ai P5, je remplace par P1. On est d'accord? La pression P4, je connais sa valeur. Il nous reste quoi? Il nous reste la température T4. Cette température-là, nous, on ne la connaît pas du tout. D'accord? Mais on peut l'évaluer. Pourquoi? Parce qu'on connaît en fait le rendement isentropique de la turbine haute pression. D'accord? Voilà, voilà ce rendement. Alors, on peut dire que le rendement isentropique de la turbine haute pression est égal à la température T4 moins la température T3 divisé par la température T4S moins la température T3. On y est. C'est-à-dire que le rendement isentropique d'une turbine est égal au travail réel divisé par le travail théorique, comparé par rapport au rendement isentropique d'un compresseur. Le rendement isentropique d'un compresseur, nous avons dit que c'est le travail théorique sur le travail réel. Par contre, le rendement isentropique d'une turbine est égal au travail réel divisé par le travail théorique. C'est tout à fait l'inverse. Alors ici, à partir de cette relation, on connaît la température T3, on connaît la température T4S, d'accord? On peut facilement ici déduire la température T4. Donc je peux dire que la température T4 est égale à T3, d'accord? T3 qui est là, plus cette variation multipliée par le rendement isentropique. Alors, je connais T3, je connais T4S, et là maintenant, et le rendement isentropique de la turbine haute pression, voici sa valeur. Et là, je peux faire l'application numérique. Et là, on trouve que la température T4, qui est sortie réelle au niveau de la turbine haute pression, est égale à 630 Kelvin. On y est. Alors, à partir de là, je peux maintenant utiliser cette relation-là pour déduire la température T5S, sortie théorique au niveau de la turbine basse pression. Alors maintenant, on peut faire les calculs, d'accord, en remplaçant P4 par sa valeur et P1 par sa valeur. Et là, maintenant, on trouve que la température T5, qui est la sortie théorique au niveau de la turbine basse pression, c'est égal à 561 Kelvin. Alors, la température T4 est connue. Nous avons une valeur de 630 Kelvin. La température T5S, voici sa valeur. Et là, on peut déduire numériquement la puissance réelle reçue par le milieu extérieur. Et là, on trouve, après calcul, que cette puissance-là vaut une valeur de 57,96 kW. D'accord? C'est la puissance mécanique qu'on va observer au niveau de l'arbre de l'alternateur. Alors, maintenant, la question suivante, c'est de calculer le rendement thermique réel du cycle. Alors, par définition, d'après le cours, le rendement, en fait, thermique réel, n'est-ce pas, du cycle est égal à 1 moins Q2 en valeur absolue sur Q1, le tout multiplié par le rendement, en fait, de la chambre de combustion. Parce que ici, nous avons le rendement, d'accord? Alors, on prend le rendement ici, n'est-ce pas, qui est le rendement thermique si le rendement de la chambre de combustion est égal à 100%, maintenant qu'on va multiplier par le rendement réel de la chambre de combustion. Alors là, maintenant, le Q2 en valeur absolue est égal à combien? Égal à T5, d'accord, moins T1, c'est-à-dire la quantité de chaleur cédée de manière réelle est égale à Cp, facteur de T5 moins T1. Voilà ce que j'ai ici. Et maintenant, le Q1, c'est la quantité de chaleur, n'est-ce pas, fournie par le fluide moteur lors de la combustion, est égale à combien? Est égale à T3, Cp facteur de T3, moins T2, d'accord? Les Cp et Cp vont simplifier, et là, vous aurez cette fameuse expression, alors, multipliée par le rendement de la chambre de combustion. Alors, il faut faire attention. Lorsqu'on vous donne le rendement de la chambre de combustion, il faut comprendre que le rendement, en fait, réel sera égal au rendement, en fait, réel lorsque le rendement de la chambre de combustion est égal à 100%, multiplié par le rendement de la chambre de combustion. Il faut faire très, très attention si le rendement de la chambre de combustion est donné. Alors maintenant, quels sont nos inconnus? Alors, la température T5, nous, on ne connaît pas cette température-là. La température T2 non plus. Alors, on commence tout d'abord par la détermination de la température T2.
Alors, on va utiliser le rendement isentropique du compresseur puisque la température T2S est connue. D'accord? On sait que le rendement isentropique du compresseur est égal au travail théorique divisé par le travail réel. Là, on peut trouver la température T2. Hein. Voilà. Voici son expression. Et là, on peut faire l'application numérique parce qu'on connaît T2S. La température T1, voici sa valeur. Il faut convertir en Kelvin. Vous avez 298. Maintenant, les calculs nous donnent une valeur de 541 Kelvin. Ensuite, on peut utiliser le rendement isentropique côté quoi? Côté, en fait, turbine basse pression, parce qu'on connaît son rendement isentropique qui est là. Alors, on va dire que le rendement isentropique de la turbine basse pression est égal au travail réel divisé par le travail théorique. Hein. C'est le contraire du rendement isentropique d'un compresseur ou bien d'une pompe. D'accord? Alors, ici, le rendement isentropique de la turbine basse pression, vous avez T5 moins T4 divisé par T5S, d'accord, moins T4, c'est-à-dire réel sur théorique. On y est. Là, maintenant, vous pouvez trouver la température T5. Hein, et là, on peut tirer son expression. Alors, en remplaçant maintenant les données, parce qu'on connaît T4, on connaît T5S, et là, on peut faire l'application numérique. Hein. Alors, on trouve une valeur de 572 Kelvin. Alors, à partir de là, maintenant, on peut remplacer les données, et là, on trouve que le rendement thermique réel, d'accord, est égal à combien? Est égal à 0,1397, qui est égal à 13,97%. Ce qui est le rendement, qui est comment? Le rendement, en fait, théorique. Pardon, le rendement réel, en tenant compte du rendement de la chambre de combustion. Maintenant, si on ne tient pas compte du rendement de la chambre de combustion, peut-être que vous allez trouver une valeur de 0,339. Hein, voilà, peut-être 33,97%. Hein, voilà, vous pouvez vérifier les calculs. Ça, c'est une première méthode. Hein. On peut aussi utiliser la méthode suivante, c'est-à-dire, on peut dire que le rendement thermique réel, n'est-ce pas, du cycle est égal au travail utile réel divisé par Q1 réel. Et là, on peut dire, nous avons, en multipliant un numérateur comme dénominateur par QM, c'est-à-dire débit massique, on trouve la puissance utile, d'accord, qui est la puissance nette, qui est la puissance mécanique reçue par le milieu extérieur, divisé par la puissance en fait, thermique fournie par le fluide moteur lors de la combustion, multiplié maintenant par le rendement de la chambre de combustion. Ça aussi, c'est une possibilité. Hein. Le PU qui est là, c'est la puissance nette. Hein. Et le Q point, c'est la puissance, n'est-ce pas donc, réelle fournie par le fluide moteur lors de la combustion. Maintenant, on peut l'évaluer, hein, parce que ça, on ne connaît pas sa valeur. Hein. On peut évaluer d'abord la puissance fournie par le fluide moteur lors de la combustion. Alors, cette puissance-là est égale à Qm multiplié par Cp, facteur de T3 moins T2. D'accord? T3 moins T2. Alors, on connaît T2, on vient de l'évaluer dans la diapositive précédente. Maintenant, on peut directement aussi faire l'application numérique. Hein. Et là, on trouve que la puissance réelle fournie par le fluide moteur qui est l'air, n'est-ce pas, lors de la combustion est égale à combien? À 332 kW. D'accord? À partir de là, maintenant, on peut facilement calculer le rendement en fait thermique réel en tenant compte du rendement de la chambre de combustion. Et là, on trouve à peu près la même chose. Hein? Voilà, c'est 13,97%. Voilà donc les deux méthodes classiques vous permettant d'évaluer le rendement thermique réel du cycle si on néglige pas, n'est-ce pas, le rendement en fait de la chambre de combustion. Dans le cas où le rendement de la chambre de combustion est égal à 100%, si on ne vous donne pas, cela signifie qu'on a considéré que la combustion, elle est comment? Elle est neutre. Dans une combustion nette, le rendement est pris égal à 100%. Donc ici, on va juste multiplier par quoi? Par 1, de la même manière que les expressions précédentes. Alors voilà où s'achève la résolution de l'exercice numéro 11. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée à la thermodynamique appliquée. Je vous remercie.